Bonjour, je suis Valérie Gâteau, je suis docteure en philosophie, formatrice en éthique et en bioéthique et chercheur associée à la chaire de philosophie à l'hôpital du GHU Sainte-Anne. Et ce cours porte sur la clinique philosophique du burn-out des professionnels de santé, donc sur le projet d'accompagner la souffrance des professionnels de santé par une clinique philosophique qui prenne au sérieux cette souffrance. Cette clinique philosophique du burn-out des soignants, elle a été élaborée dans le cadre d'un projet qui est porté par la chaire de philosophie à l'hôpital du GHU Sainte-Anne et elle est détaillée dans le rapport que nous avons écrit avec Cynthia Fleury et que je vous invite à consulter sur le site de la chaire dont je vous ai rappelé ici le lien. Dans ce cours, je vais partir de la crise actuelle du Covid-19 qui a mis en lumière de manière très nette la souffrance des soignants, qui était déjà très importante auparavant, comme l'ont montré les revendications des soignants depuis plusieurs années et particulièrement l'année dernière. Puis, je vais aborder les différents points qui contribuent, je dirais, de manière structurelle à l'augmentation du burn-out dans les professions du soin. Et enfin, je vais présenter les dispositifs proposés par la chaire pour répondre à ces situations, donc autour d'un exposé qui s'organise autour de 6 points, qui sont la part de la souffrance éthique dans le burn-out, la part des organisations du travail dans la souffrance au travail et le burn-out, la vulnérabilité des soignants et notre commune vulnérabilité, la part du temps contraint dans l'émergence du burn-out, la grande résilience des soignants qui a été extrêmement manifeste pendant cette crise, et enfin les dispositifs philosophiques proposés par la chaire. Et dernier point avant de me lancer, je vous indique que les références bibliographiques qui apparaissent dans ce PowerPoint se trouvent à la fin, sur la dernière diapositive, vous pourrez y avoir accès. Alors, comme vous le savez, ces dernières semaines et même ces derniers mois maintenant, les soignants se sont engagés dans la lutte contre la pandémie de coronavirus 19. Ils ont été soumis du coup à un stress très important, à une charge de travail très lourde. Ils ont aussi été confrontés, ils sont confrontés à la grande vulnérabilité des malades, mais aussi à leur propre vulnérabilité, parce qu'ils sont particulièrement exposés à l'infection. Et donc, dans ces circonstances, il leur a fallu avoir une grande réactivité, une grande inventivité pour faire face à un virus nouveau, à une situation inattendue, complètement inhabituelle. Et il a aussi fallu qu'ils remanient rapidement et profondément l'organisation de leur travail au quotidien pour y faire face. Assez rapidement, de nombreuses cellules de soutien psychologique et des cellules éthiques d'accompagnement des équipes se sont mises en place pour accompagner les équipes, pour leur apporter leur soutien, ce qui traduit en fait très bien la préoccupation pour la souffrance éthique et psychique des soignants qui était déjà très importante avant cette crise. Si la crise actuelle agit comme un révélateur des difficultés qui conduisent au burn-out des soignants, c'est parce que le burn-out des soignants et leur souffrance est en augmentation constante depuis plusieurs années, au point d'avoir conduit à ce qu'Éric Gallam a appelé une véritable épidémie à bas bruit. À titre d'exemple, en 2019, une enquête menée par une équipe marseillaise estimait que près d'un médecin français sur deux souffrait de burn-out et ce type d'enquêtes sont nombreuses, vous en trouverez beaucoup, elles vont à peu près toutes dans le même sens, elles témoignent bien de la constante augmentation du burn-out dans les professions soignantes. Or, ce qui est très important de comprendre, c'est que le burn-out et la souffrance au travail n'ont rien d'anodin. Dans les circonstances les plus graves, ils peuvent conduire à la dépression ou au suicide. On sait qu'il y a beaucoup plus de suicides chez les soignants que dans la population générale. Ça, c'est vraiment le signe d'un risque réel. Et en dehors de ces situations tragiques qui, heureusement, ne sont pas les plus nombreuses, eh bien, le burn-out et la souffrance au travail ont des conséquences majeures pour la santé des soignants, puisqu'elles peuvent conduire à des addictions, à des troubles anxieux, à des dépressions, et aussi pour celles des patients, puisque être pris en charge par un soignant qui est lui-même en burn-out, eh bien, ça augmente le risque d'erreur. Ça peut aussi conduire à une relation soignante dans laquelle l'empathie ne se manifeste pas, et ça peut conduire à la dépersonnalisation de la relation de soins, ce qui est en fait aussi coûteux pour la santé des patients. Le burn-out, il se caractérise par trois dimensions principales. La première, c'est l'épuisement émotionnel. Cet épuisement émotionnel, ça signifie un épuisement qui est marqué par un manque de motivation au travail, par un manque d'entrain, par le sentiment que tout est difficile, que travailler est insurmontable.
La deuxième dimension, c'est la déshumanisation de la relation à l'autre. Elle se traduit par la tendance à dépersonnaliser ses patients, à en parler de manière impersonnelle et éventuellement cynique. La troisième dimension, c'est la perte du sens de l'accomplissement de soi au travail. Et ça se traduit par le fait que le soignant s'évalue négativement, qu'il se trouve incompétent, inutile pour ses patients, et donc il diminue, il perd l'estime de lui-même dans son travail et en même temps le sens de son travail. Alors, avec la pandémie, le premier point saillant, c'est la part de la souffrance éthique dans le burn-out des soignants. Comme le souligne Pascal Molinier, le désarroi avec la pandémie, avant d'être psychologique, le désarroi des soignants est éthique. Et c'est bien ce que font apparaître les nombreux témoignages qu'on peut trouver aussi bien dans la presse que sur les sites, que dans les émissions de télé ou de radio. Hein. Il y a eu beaucoup de témoignages qui manifestent très bien ça, euh, avec notamment des témoignages sur l'hôpital où il a fallu inventer des façons de faire vivre les valeurs du soin dans cette situation exceptionnelle. On parle bien des valeurs, hein, ce qui a supposé de concilier l'éthique individuelle et l'éthique de la santé publique, mais aussi de maintenir dans l'urgence et face à une arrivée massive de patients, une démarche décisionnelle éthique. Et tout ça, c'est bien des questions qui concernent nos valeurs et qui sont difficiles, et ça a été compliqué. Les soignants de ville n'ont pas été épargnés par ces questions éthiques. Hein. Ils ont dû eux aussi arbitrer entre des valeurs difficilement conciliables et ils ont vécu beaucoup de conflits de valeurs, comme en témoigne un médecin généraliste dont je mets ici le témoignage et qui raconte donc la situation des soignants de ville qui sont appelés au domicile des malades les plus fragiles, qui présentent donc de nombreuses comorbidités et qui se trouvent pris entre deux feux sans savoir s'ils doivent poursuivre les soins délivrés au lit des malades les plus fragiles, ou bien au contraire rompre ce suivi pour mieux les protéger d'une infection qui est potentiellement mortelle et dans une situation dans laquelle ce sont eux soignants qui pourraient éventuellement devenir un facteur de contamination. Donc c'est effectivement difficile et c'est bien une question éthique, en tout cas c'est dans ces termes-là qu'elle est formulée par ce médecin qui raconte: notre mission depuis Hippocrate se fonde sur un principe, primum non nocere, donc d'abord ne pas nuire. Mais qui peut nous dire aujourd'hui ce qu'il faut faire pour ne pas nuire? Donc on voit que ce sont des questions éthiques qui sont difficiles et que ce sont en quelque sorte des dilemmes moraux insolubles ou très difficiles à résoudre parce que dans ces dilemmes-là, eh bien, aucune règle ne peut trancher. Et dans ces situations, eh bien, ce qu'il faut, c'est, comme le formule Paul Ricoeur, appliquer une forme de sagesse pratique, c'est-à-dire trouver un équilibre dans lequel il s'agit d'inventer les conduites qui satisferont le plus à l'exception que demande la sollicitude, tout en trahissant le moins possible la règle. Et ça, eh bien, c'est un exercice difficile et c'est d'autant plus difficile que les soignants y sont peu préparés. En effet, les sciences humaines et sociales, la psychologie, l'éthique, la philosophie, mais aussi plus largement les humanités, sont peu représentées dans leur formation initiale et continue, alors même que de nombreux soignants les identifient comme des recours qui permettraient de limiter la souffrance éthique et le burn-out. Pourtant, au fil de cette crise sanitaire, on a vu aussi réapparaître ce qui a été appelé par certains un retour au sens du métier soignant, qui avait été mis à mal par des années de logique gestionnaire à l'hôpital. Au fil de la crise, les soignants sont allés à l'essentiel du métier, ils ont inventé des solutions inédites, et donc ça a été aussi paradoxalement un temps de retrouvailles avec le sens de leur métier. Pendant toute cette crise, seul a compté le soin et les contraintes budgétaires et administratives sont passées au second plan. Et ça montre bien la part justement de ces contraintes dans la souffrance professionnelle et dans le burn-out. Et c'est bien ce que cette crise a remis en lumière. Voir la qualité de son travail empêchée, ne pas avoir les moyens de faire bien son travail, ne pas pouvoir peser sur les situations, et bien tout cela, comme l'explique Yves Clos, ça conduit à une souffrance délétère. Parce que, et là c'est une citation d'Yves Clos justement, vivre au travail, c'est pouvoir y développer son activité en affectant l'organisation du travail par son initiative. Alors, qu'est-ce que ça signifie affecter l'organisation du travail? Eh bien, ça signifie pouvoir la modifier, pouvoir la faire évoluer, pouvoir y imprimer son action, ses améliorations. Et donc, quand les organisations du travail ne le permettent pas, quand elles sont trop rigides, quand on ne peut pas justement
vivre au travail en y imprimant sa marque, en y contribuant et en contribuant aussi aux organisations du travail, eh bien, ça génère de la souffrance. Et c'est vraiment pour ça que la souffrance des soignants et les organisations de leur travail, elles doivent être pensées ensemble. Pourtant, pendant longtemps, la part des organisations du travail dans la souffrance psychique a été minimisée ou niée. La souffrance au travail était alors attribuée à une faiblesse individuelle ou à des drames intimes dans lesquels eh bien, les conditions de travail ne seraient que la dernière goutte d'eau qui ferait déborder un vase déjà plein, selon la belle expression de Christian Baudelot. Et donc, il a fallu en fait le travail long et minutieux des humanités, de la sociologie, de la psychologie, de la philosophie, de la médecine du travail, pour montrer en fait la centralité du travail dans la vie humaine et donc les liens entre le travail, son organisation et la souffrance psychique des personnes. Alors, la centralité du travail, ce que ça signifie, eh bien, c'est que le travail structure le niveau de vie, l'insertion sociale, distribue les biens et les richesses, et puis qu'il structure aussi en grande partie le temps humain. Il organise des journées, des semaines, mais aussi le temps des études, des loisirs, le temps de la retraite, etc. Et donc, c'est cette centralité dans nos vies qui fait que lorsque les conditions de travail ne sont pas bonnes, eh bien, ça génère de la souffrance psychique. Et donc, ces travaux que nous présentons dans la première partie du rapport, ils ont permis d'identifier différents facteurs de risque de souffrance au travail, qui sont les risques qu'on appelle psychosociaux au travail. Pour les professions soignantes, plusieurs facteurs de risque ont été identifiés que nous détaillons dans la deuxième partie du rapport, que je ne vais pas détailler ici, mais qu'on peut schématiquement résumer comme les 5 suivants, hein. Le premier, c'est la confrontation avec la souffrance et la mort, puisque les soignants sont confrontés au quotidien, à la fin de vie, à la douleur, aux accidents tragiques, et qu'en même temps qu'ils sont confrontés à ces situations, eh bien, ils doivent contrôler ou masquer leurs émotions, ce qui donc peut renforcer en fait la souffrance. Deuxième facteur de risque, ce sont les organisations du travail. Elles sont différentes selon qu'on est à l'hôpital ou en ville. À l'hôpital, ces travaux ont montré que les contraintes budgétaires et le management augmentent, aggravent la souffrance des soignants, particulièrement depuis ce qu'on a appelé le tournant gestionnaire des années 2000. En ville, c'est plutôt le manque de reconnaissance, la confrontation avec la souffrance, pardon, la violence éventuelle des patients et l'isolement physique ou psychologique qui participent à une forme d'épuisement. Troisième point, troisième facteur de risque, les difficultés éthiques, on en a déjà parlé, hein. La difficulté à bien agir lorsque la situation met en jeu des conflits de valeurs, eh bien, ça génère une souffrance morale. Et il est vrai qu'en médecine, les conflits de valeurs sont nombreux. Alors, dans les métiers soignants, comme dans tous les métiers, il y a aussi des facteurs personnels qui contribuent à l'émergence de la souffrance au travail ou du burn-out. Et dans les métiers soignants qui sont vocationnels, ils ont simplement une forme particulière, spécifique à cette part vocationnelle. Et en particulier, l'écart entre l'idéalisation du métier et la désillusion qui peut s'en suivre peut être brutal. Et lorsque c'est associé avec le surinvestissement au travail qui est souvent nécessaire, eh bien, ça peut conduire au burn-out. Enfin, dernier facteur de risque dans cette présentation un peu schématique, eh bien, l'erreur médicale. On sait, on a montré que les soignants qui ont commis une erreur dans le cadre de leur travail sont souvent dans une grande souffrance qui entraîne, elle aussi, un risque accru de burn-out et donc d'erreur à nouveau, au point que dans certains cas, on parle du médecin comme étant la seconde victime de l'erreur médicale. Donc, on voit que ce sont des professions, les professions soignantes, pour lesquelles il y a des risques importants et qui sont vulnérables à la souffrance au travail. Or, malgré ces risques élevés de souffrance et de burn-out, les soignants sont peu enclins à y prêter attention et à admettre leur souffrance et leur vulnérabilité. C'est en partie parce que, comme l'ont bien montré les éthiques du care et la psychodynamique du travail, l'apprentissage des métiers soignants conduit souvent à une forme de dénégation de sa propre vulnérabilité. En fait, il s'agit de réduire les marges d'identification possibles avec les malades et de se sentir fort et en bonne santé, c'est-à-dire de ne pas se sentir menacé par l'ensemble des maux dont on a connaissance et auxquels on est confronté au quotidien. Et ça amène en fait à séparer santé et maladie, autonomie et vulnérabilité, malade et soignant, et ça contribue à maintenir le silence sur les besoins des soignants et sur leurs souffrances, puisqu'ils se perçoivent comme ceux qui procurent, qui pourvoient aux soins,
et non pas comme ceux qui en ont besoin. C'est d'autant plus difficile de reconnaître cette souffrance et cette vulnérabilité pour les soignants, d'abord parce que cette souffrance n'est pas toujours bien reçue. Comme en témoigne un médecin, vous pouvez trouver ce témoignage sur le site du programme d'aide aux médecins du Québec. Euh, Quand on fait un infarctus, eh bien, ce qui sera dit après, c'est il est mort au travail parce qu'il a trop travaillé. Mais si un soignant fait un burn-out, eh bien, il arrive que ce qui soit dit de sa situation, ce soit plutôt il n'a pas été assez fort, il n'était pas capable. Donc, c'est vrai que c'est difficile de formuler sa souffrance. Enfin, c'est d'autant plus difficile pour les soignants qu'ils sont en général peu attentifs à leur propre santé, qu'ils refusent souvent les arrêts maladie, soit parce qu'ils se sentent coupables d'abandonner leurs collègues, soit parce qu'ils craignent de passer pour des faibles. Pourtant, ce que cette pandémie nous a rappelé brutalement, ou en tout cas ce qu'elle a rendu beaucoup plus manifeste et beaucoup plus évident, c'est que nous sommes tous vulnérables face à la souffrance et à la mort, et que notre autonomie, elle ne peut se penser qu'au regard de notre vulnérabilité, et qu'en fait, notre autonomie, elle est celle d'un être fragile et vulnérable. Cette vulnérabilité, elle peut être physique, liée à la maladie, elle peut être psychique, liée à la souffrance, elle peut être temporaire, comme dans les états inconscients, elle peut être plus durable, comme dans les états végétatifs, et elle peut affecter plus ou moins notre autonomie. Mais ce qui est important de comprendre, et ce que nous expliquons dans la troisième partie de notre rapport, c'est que cette vulnérabilité, elle doit s'entendre au sens anthropologique parce qu'elle participe de la condition humaine. Et ça, c'est ce qu'ont montré les éthiques du Caire ou les morales de la compassion, qui rappellent que la vulnérabilité, c'est une composante essentielle de la condition humaine, et donc qui en appelle à notre responsabilité pour prêter attention, pour manifester de la sollicitude, pour porter secours aux plus vulnérables, les plus vulnérables, c'est-à-dire chacun d'entre nous, ou potentiellement chacun de nous, parce que, comme le dit très bien Ricoeur, nous avons tous vécu, nous vivons tous ou nous vivrons tous à un moment de notre vie l'expérience la plus commune et la plus universelle du souffrir. Donc, la souffrance, ça fait partie de la vie humaine. Et dans cette perspective, la souffrance des soignants, elle n'est ni le signe d'une faiblesse individuelle, ni le simple résultat. Je ne dis pas que ça ne participe pas largement, mais ça n'est pas non plus le simple résultat d'organisation délétère, mais elle a trait aux questions existentielles, c'est-à-dire aux questions qui concernent l'expérience humaine dans toute sa variété et dans toute sa complexité. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, la pandémie questionne le temps du soin. Ce qu'elle a très bien montré, c'est combien le temps des équipes est compté et combien surtout il l'était déjà avant la pandémie. Et ce manque de temps, c'est quelque chose qui est difficile précisément parce que le soin prend du temps et parce que ce temps doit pouvoir s'ajuster aux besoins du patient et à son rythme. Mais avec la flexibilité et la précarisation des emplois, avec la standardisation et la normalisation du soin, le temps pour les pratiques relationnelles du soin manque. Et si l'on ajoute l'augmentation très importante des tâches administratives, de codification, de reporting, etc., eh bien le temps des équipes est encore restreint et cette compression du temps les éloigne des patients et du soin. Or, cette temporalité du soin, cette difficile temporalité du soin, elle est aussi liée à l'organisation du travail. C'est ce qu'a très bien montré Richard Sennett, qui, là, lui, ne parle pas du travail soignant, mais du travail en général et de l'organisation gestionnaire du travail. Cette organisation gestionnaire, elle exige une grande flexibilité individuelle pour s'adapter à la standardisation des pratiques et à des protocoles qui, eux, sont très rigides, et elle repose sur l'évaluation individualisée des performances. Or, cette organisation-là, elle a pour conséquence d'éroder, d'abîmer, de rendre difficile le collectif. Elle crée de la concurrence entre les personnes, elle crée de la concurrence éventuellement entre les services, et puis surtout, elle supprime les temps informels qui sont d'habitude des temps de partage et qui sont ici considérés comme du temps perdu. Donc, première conséquence de cette organisation, c'est d'abîmer, d'éroder le collectif. Et puis, dans les métiers soignants, deuxième conséquence de cette organisation du travail, eh bien, c'est qu'elle brise le temps du soin puisque le rythme du soin est alors imposé par une logique extérieure aux besoins des patients et des soignants. Donc en fait, le temps est restreint, fragmenté, il se réduit à une succession d'actes et de séquences délimitées qui sont imposées de l'extérieur.
Et cette scansion contrainte du temps, hein, ce rythme imposé de l'extérieur associé à l'érosion du collectif, eh bien, ça affecte l'identité. C'est d'ailleurs en ce sens, en quelque sorte, qu'on peut interpréter le paradoxal retour au sens du métier dont ont témoigné beaucoup de soignants pendant cette crise. C'est-à-dire que dans le récit partagé de cette crise, dans ce récit collectif partagé par les soignants, eh bien, se construit à nouveau une condition partagée qui transforme la souffrance en une lutte collective et qui lui donne sens. Parce que quand la souffrance, au contraire, est vécue sans possibilité de partage et sans collectif, ça affecte le récit de soi et l'identité. En effet, comme l'a bien montré Paul Ricoeur, nous sommes des êtres de récit. Nous avons besoin de maintenir la cohérence du récit de nous-mêmes qui donne sens à notre vie et qui maintient notre identité au fil du temps. Et comme il le dit, se comprendre soi-même, c'est être capable de raconter sur soi des histoires intelligibles et acceptables. Mais ces histoires, ces récits, ils doivent aussi pouvoir s'inscrire dans ce que Ricoeur appelle un tissu internarratif, que j'appelle moi ici un récit collectif ou un récit partagé, c'est-à-dire un récit dans lequel l'histoire de chacun est enchevêtrée dans celle des autres et permet de construire un sens commun. Et sans récit partagé, eh bien le risque, c'est que chacun soit renvoyé à une souffrance solitaire ou à un sentiment d'échec personnel, ce qui peut, là encore, contribuer au burn-out. Alors, malgré ces difficultés qui ont été renforcées brutalement par la crise, ce qui est devenu absolument patent, manifeste, indiscutable, c'est la grande richesse individuelle et collective des soignants et leur grande capacité de résilience, puisqu'ils ont su inventer, dans ce contexte particulièrement difficile, des réponses variées et adaptées aux situations. Ils ont témoigné de la force de leur engagement et de leur responsabilité, et puis surtout, ils n'hésitent plus à dire leur souffrance. Et c'est pour ça que c'est très important que leurs paroles soient entendues. Parce que lorsque la souffrance est dite, lorsqu'elle est formulée, lorsque la parole est donnée, si elle n'est pas reçue, et ça c'est ce qu'explique très bien là encore Yves Clos, eh bien la parole devient futile. Parler, dire, raconter, se dévoiler en quelque sorte, être consulté sans pouvoir ensuite influer sur les décisions et selon Yves Clos, pire que tout. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si cette parole n'est pas entendue, eh bien, le silence va encore être plus fort ensuite. Alors ensuite, c'est justement la question qui reste ouverte. Hein, c'est la question de et demain et après-demain, alors qu'on est tout juste au premier pas de la sortie du plus dur de la crise. Eh bien, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et actuellement, de nombreux soignants craignent déjà ce qu'ils appellent le retour à la normale, c'est-à-dire en fait le retour au manque de moyens et de personnel, à la gestion des flux, au statut précaire, à l'épuisement, en fait à tout ce qui contribue à un soin dégradé. Donc c'est pour ça que leurs paroles, leur vécu, leur expertise doivent constituer le point de départ des solutions à inventer pour éviter ce retour à, entre guillemets, la normale. Alors bien sûr, ça doit commencer dès maintenant, et comme c'est le cas avec le Ségur de la santé, mais comme ça a été le cas, et c'est important de le rappeler aussi tout au long de cette crise, avec les cellules de soutien psychologique et les cellules éthiques d'accompagnement des équipes qui ont reçu, accueilli, accompagné cette parole. Hein. Donc ça, c'est évidemment important dès maintenant, mais ça doit aussi se poursuivre dans un second temps, dans le temps plus long qui sera celui des recherches et des dispositifs de recherche-action qui permettront dans le long terme de mieux comprendre le burn-out des soignants et de continuer surtout d'y être vigilant. Et c'est en fait dans cette perspective sur le long terme que nous proposons précisément cette clinique philosophique du burn-out des soignants, qui est une clinique philosophique qui part des situations vécues par les soignants, qui s'inscrit dans la volonté de pratiquer une philosophie clinicienne, là où elle s'articule effectivement avec la pensée des parties prenantes, et qui expérimente et construit une philosophie que j'appelle appliquée et impliquée, utile à la résolution des problèmes concrets, dans la lignée des travaux inspirés par Dewey et le pragmatisme. Et cette clinique philosophique du burn-out des soignants, elle offre 3 dispositifs principaux. Le premier de ces dispositifs, il vise à retourner au compagnonnage entre médecine et philosophie,
et donc à prêter attention en fait à la souffrance éthique des soignants. De nombreuses études ont montré que les démarches et formations en éthique limitent la souffrance des soignants et le burn-out, et c'est pour ça que c'est important de revenir à ce compagnonnage pendant le cycle des études, mais plus généralement, pendant le cycle des études initiales, mais plus généralement tout au long de la carrière professionnelle, tout au long de l'exercice des métiers soignants. Et c'est pour ça que ce premier axe, il va proposer des ateliers, des cafés éthiques, des formations qui vont être proposées in situ dans les services qui le souhaiteraient. Le deuxième axe que nous proposons, il consiste en fait à retrouver le temps du récit collectif. Il s'agit de revenir au récit qui est central en médecine. En effet, écouter le récit du patient, transmettre les éléments cliniques, présenter un cas à un staff, prendre des décisions collectives, etc. Eh bien, tout ça, ça revient à écouter ou à faire récit. En fait, ça revient à raconter. C'est pour ça que nous proposons un dispositif d'éthique narrative pour penser ici, maintenant, collectivement, la souffrance professionnelle et le vécu des soignants avant, pendant et après cette crise. Mais c'est aussi un dispositif qui vise à retrouver entre soignants le temps du récit, qui n'est pas du temps perdu, mais qui est au contraire du temps nécessaire pour partager les situations vécues, pour solliciter et partager les émotions et les valeurs morales. Et dans ce sens, en fait, ce second axe, il vise à renouer avec la longue tradition du récit en médecine. Cette tradition, elle va du récit de cas aux vignettes cliniques jusqu'à la tradition des médecins romanciers, dont on sait qu'ils sont nombreux, probablement parce que les médecins qui sont effectivement confrontés à la souffrance, à la mort, mais aussi à la naissance, à la guérison, à la joie, bref, à toute la complexité et toutes les facettes de la complexité de la vie humaine, se sont toujours saisis de l'écriture et du récit pour traverser les difficultés, pour les transformer, pour leur donner du sens, bref, pour sublimer les difficultés en récit. Et donc, c'est pour ça que c'est important de retourner à ce récit. Enfin, le troisième axe de cette clinique philosophique offre une clinique des dénis de reconnaissance. Ce que la pandémie a montré, en effet, c'est toute la pertinence du discours des soignants sur leurs conditions de travail et sur les dénis de reconnaissance dont ils ont souffert. Le manque de moyens et de personnel, la gestion des flux, les statuts précaires, etc. Tout ça, ce sont des dénis de reconnaissance. Et dans ce troisième axe, il s'agit de revenir avec les soignants sur les situations dans lesquelles ils ont éprouvé ces dénis de reconnaissance pour élaborer avec eux une cartographie des types de reconnaissance nécessaires à l'exercice des métiers soignants comme aux soins des patients. Il s'agit en fait d'analyser et de comprendre les conditions qui contribuent à fragiliser l'institution et ceux qui y travaillent, parce que fragiliser ceux qui travaillent, c'est aussi fragiliser l'institution. Et donc, il s'agit de reposer la question des institutions comme des lieux de reconnaissance et des conditions qui permettent qu'elles restent des lieux de reconnaissance. Et c'est ce que nous ferons au fil d'un séminaire interdisciplinaire orienté vers la discussion de ces sujets et l'élaboration de solutions collaboratives et locales. Alors, au total, cette clinique philosophique du burn-out, eh bien, elle rappelle que le soin doit être pensé et organisé selon ces trois dimensions, qui sont sa dimension technique, qui évidemment est l'objet principalement des médecins, mais aussi des soignants, mais aussi ces dimensions relationnelles et politiques qui, elles, doivent être pensées collectivement. Parce que ce que la pandémie a clairement mis en évidence, c'est l'importance du soin et de ces institutions dans nos vies. Or, pour reprendre les mots de Richard Sennett, qui ne parle pas ici du soin, mais que je reprends parce que je trouve que ça s'y adapte parfaitement, eh bien, un régime, et je dirais moi une institution, qui n'offre pas aux êtres humains de raisons profondes de veiller les uns sur les autres, ne saurait durablement conserver sa légitimité. Donc, un régime ou une institution, effectivement, qui n'offrirait pas ça, ne pourrait pas durer. Mais offrir aux êtres humains des profondes raisons de veiller les uns sur les autres, alors même que c'est ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils font de leur mieux, eh bien, ça suppose aussi de leur en offrir les conditions et donc de leur en donner la possibilité. Et ça me semble très important. Je vous remercie de votre attention et je vous invite bien sûr à contacter la chaire de philosophie si vous êtes intéressé par ces différents dispositifs. Merci.